Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en notre compagnie. C'est l'heure du décryptage de l'actu de la semaine sur la télévision nationale. Mes invités de ce dimanche soir, Dr Eugène Alosopo, expert parlementaire, analyste politique. Eugène Alosopo, bonsoir. Bonsoir Lénaric et bonsoir aux téléspectateurs. Alphonse Moïsoudé, analyste politique. Bonsoir, Alphonse Moïsoudé. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir à toutes et à tous. Acte 1 de cette émission, c'est la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Akhossi. Réserve administrative et délibérée de la Criette. Quelle différence entre Abomey-Calavi et Abomey? Qu'il vous souvienne que le dossier des 39 hectares à Abomey-Calavi avait mis à nu plusieurs figures de pros du pays. Quelques-unes continuent de purger leur peine dans le dit dossier. Mais grande est encore aujourd'hui la surprise de plusieurs quotidiens qui reflètent celle des populations face à la première décision de justice dans l'affaire de bradage de réserve administrative à Djimé Sud à Abomey. Toutes les personnes poursuivies sont tout simplement sommées de restituer dans le patrimoine de la mairie les parcelles dont elles ont bénéficié, révèle Info Matin. Décision qui plonge tout Abomey en deuil selon le potentiel parce qu'elles attendaient avec impatience les populations de cette commune du Zou des sanctions à l'image de ce qui s'est passé à Abomey-Calavi. Tous les espoirs s'estompent, constate Info Matin qui s'interroge sur la différence qui existerait entre les cas d'Abomey-Calavi et Abomey. Hausse des recettes budgétaires au premier trimestre 2023, c'est l'œuvre des régies financières selon le quotidien de services publics. Sur une prévision annuelle de 1880 milliards de francs CFA, le Bénin a réalisé des recettes fiscales et non fiscales de 442 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année en cours, soit un taux de recouvrement de 24%. Ces recettes collectées ont connu une augmentation de 63 milliards comparativement à l'année 2022, soit une hausse de 16%, rapporte Fraternité. Les régies financières, impôts, douanes et trésors ont collecté sur les 3 premiers mois de l'année 417 milliards de francs CFA en augmentation de près de 62 milliards par rapport à la réalisation à fin mars 2022. Les produits de recettes brutes recouvrés par la Direction générale de la douane à fin mars 2023 s'établissent à la somme de 143 milliards en hausse de 18 milliards par rapport à mars 2022. Une performance qui, selon Fraternité, est le fruit d'une dynamique mise en place par le gouvernement en vue de la dématérialisation de l'administration publique, la réforme de la décentralisation, l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la corruption et surtout l'amélioration des recettes douanières. La situation de l'exécution du budget de l'État et des opérations de trésorerie à fin mars 2023 fait ressortir à la fois un niveau satisfaisant de mobilisation des ressources et une meilleure articulation avec les dépenses selon le directeur général du budget. Malgré la hausse globale des recettes publiques, le solde global des opérations budgétaires à fin mars 2023, selon la Nation, ressort déficitaire à plus de 37 milliards. Drame lors du match Bénin-Sénégal, au-delà des enquêtes, que les sanctions suivent. Si on est incapable de mieux assurer la sécurité de 30 000 voire 35 000 supporters, pourquoi mettre l'entrée libre et gratuite, s'interroge Matin Libre. De la tête aux pieds, tous ceux qui sont impliqués dans les mauvais choix organisationnels ayant conduit au drame du 17 juin 2023 doivent subir les rigueurs de la loi, estime le quotidien qui se réjouit du fait que la justice béninoise s'est saisie du dossier. Selon le Matinal, 2 enquêtes sont ouvertes pour élucider les circonstances précises des faits et situer les responsabilités aux fins de droit. Le ministère des Sports, selon le Télégramme, aurait mis en place une commission d'enquête administrative composée de 5 personnes chargées de faire toute la lumière sur les 10 événements en vue de situer les responsabilités organisationnelles. Mais Matin Libre s'inquiète toujours puisque des exemples sont déjà légion sur ces cas de drame au Bénin où le verre est à moitié plein, parlant des conclusions des enquêtes. Intégration régionale, Aliko Dangote est profondément préoccupé par l'imposition de visas entre les pays africains. Malgré son statut de leader dans le monde des affaires et son influence économique considérable, il se retrouve confronté au même problème de restriction de voyage que de nombreux autres Africains. Aliko Dangote souligne la frustration de posséder un passeport de l'Union africaine qui ne permet toujours pas une libre circulation à travers tous les pays africains, rapporte l'économiste. Selon lui,
Cette pratique est contre-productive pour atteindre un haut niveau de développement en Afrique. Il vient de montrer le chemin aux pays africains en vue de devenir un poids économique et financier important au plan mondial. Fraternité y voit une convergence avec le président béninois Patrice Talon. Selon le quotidien, pendant que les pays africains vivent en autarcie, ceux de l'Occident ont opté depuis de nombreuses années déjà pour la libre circulation des personnes. Avec le visa Schengen, même les Africains peuvent circuler et sortir librement et dans n'importe quel pays membre. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. L'économiste du Bénin, sommé pour un nouveau pacte financier mondial, d'Abidjan à Paris, Talon préoccupé par le respect du pacte. L'informateur, désignation des présidents des commissions au niveau des communes, bagarre à la mairie de Calavi. Le spectacle ce jeudi 22 juin 2023 a été des plus décevants. Nord-Sud quotidien, sommet de Paris sur le financement, encore un tour de passe-passe pour l'Afrique. Point d'interrogation. Le Soleil, Bénin Info, candidature ou non à un troisième mandat, jusqu'où ira Macky Sall. Soyez à l'écoute de mon message, a déclaré le chef de l'État sénégalais. Matin libre, la formule des SE dans les mairies porterait ses fruits, un désaveu pour les maires. La Nouvelle Tribune, Assemblée nationale, l'Union progressiste Le Renouveau dans l'ivresse de la majorité mécanique. Fraternité, diplomatie économique, baptême de feu pour Tchegoum Bakari. L'autre quotidien, protection des personnes handicapées et assurance maladie, le gouvernement concrétise son engagement pour le hautement social. Le Télégramme, assainissement des opérations de lotissement et remembrement foncier urbain, plusieurs cabinets de géomètres suspendus par le gouvernement. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce condensé de l'actualité. Passons à présent au pain fin, les sujets majeurs de cette revue. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Eugène Alosoupo, Patrice Talon a assisté cette semaine au sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial, un rendez-vous nord-sud auquel on prépare plusieurs chefs d'État africains. Au cœur de cette rencontre, le financement des économies africaines dans un contexte de réchauffement climatique. Oui, je suis tenté de dire que c'est un sommet essentiellement consacré aux finances et au climat. Et les pays africains ont tout intérêt à y assister, et c'est à bon titre que le président béninois y a pris part. La question principale est de savoir comment régler les problèmes des dettes des pays africains. Au centre de ce sommet, un pays africain, c'est la Zambie, qui doit 6 000 milliards de dollars de dettes, avec les 2 tiers appartenant à la Chine. Et c'est à juste titre que le ministre des Affaires étrangères de la Chine était à ce sommet-là pour discuter de ces questions-là. Alors, il paraît utile, au vu de l'évolution du monde et des données économiques, que les institutions financières internationales soient revues dans leur fonctionnement. Et j'ai écouté le président français. À long terme, si cette nouvelle ossature financière ou économique qui a un nouveau cadre de financement, un nouveau cadre économique arrivait à être accepté par tous, c'est que désormais les pays les plus faibles ou les pays qui auront plus de dettes et qui seront en crise verront leur ardoise totalement effacée. Ça reste une projection. Dans tous les cas, les pays africains sont les maillons les plus faibles de ce dispositif. Et puisque vous parlez de climat, on a besoin de 1 million, du moins de 1 000 milliards de dollars pour financer tout ce qui y est relatif. C'est beaucoup de moyens. Mais qui sont les principaux auteurs de ces événements qui engendrent les problèmes climatiques? Ce sont les grands, en griffe. Ce sont les grands qui décident du sort des plus petits. Et la façon de voir les choses aujourd'hui par les grands doivent nécessairement impliquer les plus petits en griffe. Parce qu'on estime qu'il faut réformer la Banque mondiale, il faut réformer le Fonds monétaire international, mais dans quel pays, dans quelle partie du monde ces institutions sont les plus fortes? C'est dans les pays du tiers-monde, dans les pays les plus faibles. Et si ce sommet-là devait vraiment
régler les problèmes du monde, il faut avant tout régler les problèmes de l'Afrique. Je vous dis qu'avant la Zambie, qui est au centre de ce sommet-là, pour son ardoise très importante, il y avait déjà le cas du Tchad, qui a été bien réglé parce qu'il fallait échelonner la dette, il fallait effacer ce qu'il fallait effacer. Et donc, le monde entier a intérêt à ce que ce sommet-là puisse porter des fruits qui impactent positivement les pays africains. Un sommet qui invite justement à une révision profonde de logiciels. Il est souhaité un système financier international plus juste, plus équitable, qui puisse permettre de lutter contre les inégalités et de financer la transition climatique. Non, moi je suis un peu embêté, parce que quel intérêt on a à permettre à l'Afrique de contracter suffisamment de dettes? Si l'Afrique, on a des ressources minières, minéralogiques, le sous-sol africain est immensément riche, mais je ne comprends pas pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Pourquoi les Européens n'aident pas l'Afrique à décoller à partir de ses ressources? Non, parce que s'ils aident l'Afrique à décoller, ils ne peuvent pas nous exploiter. Moi, je dis que c'est une nouvelle forme de colonisation. Un pacte, c'est une forme de contrat. Je mets à ta disposition mon argent, mais en retour, tu me permettras de siphonner des ressources. Donc, il y a un problème qui se pose. Il va falloir pour moi que l'Afrique se réveille. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit travailler de façon unie. Parce que si vous regardez bien les pays africains, on parle du Tchad. Le Tchad a des ressources, la RDC a des ressources, le Nigeria a des ressources, le Ghana a des ressources. Si ces pays-là se mettent ensemble, vous ne pensez pas qu'on va dominer l'Europe? Aujourd'hui, l'Europe a tout intérêt que l'Afrique ne la domine pas. Donc moi j'ai un problème. On dit la Zambie a beaucoup de dettes. Quand est-ce que la Zambie va payer sa dette? Même si on décide d'annuler la dette, ça sera un contrat. On n'annule pas gratuitement une dette. C'est que je prends quelque chose sur toi en retour. Donc il y a que... On a fait ce sommet-là, moi je dis c'est un sommet de plus. Et puis les Africains se bombent le torse. Je ne comprends pas pourquoi les présidents africains se bombent le torse. Macky Sall, il a 2,5 milliards de dollars. Il va faire quoi avec? Non, il faut que les Africains se mettent ensemble. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, il a dit, les Africains n'en sont pas responsables. Les Africains n'en sont pas responsables. Pourquoi aujourd'hui on veut aider l'Afrique à régler? Il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Et de ce fait-là, moi je dis, les Africains n'ont qu'à se regarder. Ils n'ont qu'à regarder les biens des pays africains. Si on se met ensemble, n'allons-nous pas dominer l'Europe? Donc moi c'est la question pour moi. Bon, on attend le communiqué final des présidents africains qui sont partis là-bas. Parce que la faiblesse de l'Afrique, nous y allons en rang dispersé. Chacun va pour défendre ses intérêts, les intérêts de son pays. Mais les Africains pouvaient se mettre ensemble pour dire désormais ça ne sera plus comme ça. On parle d'inégalité. Qui est-ce qui a instauré l'inégalité? C'est toujours l'Occident. Donc les Africains ensemble peuvent briser toutes ces barrières de l'inégalité. Moi, c'est ce que je crois. Alors, il y a un problème important qui a été soulevé là-bas, et c'est une projection. C'est la fin de l'exploitation de l'énergie fossile. Vous savez, pour la plupart, les pays africains sont nantis de pétrole, le Nigeria, le Tchad, le Gabon, etc. Progressivement, on proposerait le développement de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Vous savez que ça fait beaucoup de moyens, et ce sont des technologies qui sont développées dans les pays occidentaux. Ces technologies seront importées vers ces pays, même s'il y a déjà des bribes d'adaptation dans les pays africains, mais c'est de l'argent, c'est des moyens financiers, ce sont des entreprises occidentales qui vont exploiter du moins ces structures d'énergie éolienne et solaire. Donc, ne voyons pas le tout dans le sens que tout va profiter, où l'Afrique sera mise sous un nouveau soleil. Eux aussi, ils ont intérêt dans ce nouveau pacte-là à ce que leur entreprise puisse trouver des marchés forts sur le continent africain. Alors, vous payez un tableau bien réel. Alors, comment faire face aux défis climatiques dans les pays en voie de développement en passant par un changement de paradigme? Le changement de paradigme, vous savez, le mal des pays africains, c'est qu'on décide tout à leur place. Chacun sait comment ça se passe avec nos chefs d'État qui sont pratiquement, n'ont pas toujours de la voix, sauf quelques-uns. Un pacte suppose un engagement réciproque. Un engagement réciproque, mais ce n'est pas la première fois qu'un engagement a été pris. Vous savez, la énième fois qu'on parle de sommet climat, je ne sais pas combien on est à COP combien, je ne sais pas, COP 27, mais eh bien, les choses ne décollent pas. Malgré que des structures
africaines qui sont dans l'environnement élèvent de l'avoir, rien ne décolle. Le dernier sommet a été très dur pour les pays africains parce que les Européens ont voulu s'imposer. Ils n'ont que la portion congrue pour ceux-là qui ont assisté à ce sommet-là. Comment changer le paradigme? Il nous appartient d'abord. Vous savez, lorsque vous êtes dans un partenariat, chacun met du sien. Ce n'est pas le plus fort qui domine. Si vous avez besoin de moi, eh bien, je dis mes conditions et vous dites vos conditions. Nous entendons et nous révisons, nous amendons les conditions que chacun de nous apporte pour que ça soit un document commun exploitable par tous et au profit de tous. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. On jette toutes les ordures sur la tête de l'Afrique, alors que, eh bien, on a tendance à croire que nous sommes dans un système colonial à améliorer, parce qu'on n'a pas toujours la force de décider. Et ça doit changer parce que vous avez de nouvelles générations en Afrique qui ne voient pas les choses comme il y a 50, 100 ans. Il faut que les pays occidentaux... Il y a 50 ans, on ne pouvait jamais croire qu'un pays africain comme le Mali pouvait dire non à la France. On ne pouvait jamais croire que Burkina Faso, très docile à la France, pouvait dire non. Aujourd'hui, nous n'en sommes que deux. Nous n'en sommes qu'à deux. Mais 3, 4, 5 demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est d'abord les pays européens qui ont intérêt, et notamment la France, qui a intérêt à changer sa façon de voir, les paradigmes, son paradigme de développement, sa vue sur l'Afrique. Les Africains d'aujourd'hui ne sont plus les Africains d'il y a 50 ans. Et c'est vrai, on ne peut pas se départir totalement du colonisateur parce que nous avons trop de choses en commun, mais on peut décider de changer l'ordre des choses, comme nous avons commencé à le faire au Bénin un peu. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut avoir des hommes courageux pour continuer dans cette voie-là. Alors, Alphonse Moïse Soudé, vous semblez un peu pessimiste. Vous n'espérez rien de positif à l'issue de cette rencontre? Non, rien de positif. Disons les choses clairement, et je l'ai rappelé, les présidents africains ne pensent qu'à eux. Vous imaginez, regardez en Afrique, nos services de renseignement, nos services militaires sont investis par les Occidentaux. Si tout le monde pouvait se comporter comme le Mali, le Burkina Faso, vous allez voir, on en va dire non. On ne peut pas, par exemple, au Mali, on dit on ne peut plus domicilier l'argent du Mali au trésor français, que tous les États africains le disent. Je ne comprends pas que l'Afrique soit riche, et soit riche en sous-sol et que, bon, économiquement, qu'on ne décolle pas. Il y a un problème. Il faut que les Africains, désormais, s'entendent pour parler le même langage. Parce que je suis sûr qu'à ce sommet-là, chacun a parlé des intérêts de son pays. On n'a pas parlé de l'intérêt de l'Afrique. L'Europe n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique soit unie. Et aujourd'hui, si vous regardez bien le président Macron, la France perd du terrain en Afrique. La France perd du terrain en Afrique. Donc, il faut que la France trouve un nouveau mécanisme pour féoder davantage les pays africains. C'est pourquoi moi je dis... Pour contrôler la Russie. Oui, pour contrôler la Russie. Et c'est pourquoi il dit, bon, ce pacte-là, qui est-ce que ça arrange? Est-ce que ça arrange l'Afrique? Est-ce que c'est à pas égal? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de colonisation, la colonisation moderne? Donc désormais, on veut maintenir les États africains sous le joug de l'État français. Il faut que les Africains disent non. Sur la question du financement extérieur, on connaît un peu la position, le franc-parler du chef d'État béninois. Oui, il a été clair. Et toutes les fois que ces occasions se présentent, le président Patrice Talon a clairement exprimé sa ligne. Il faut désormais que le Bénin puisse s'exprimer dans la cour des grands. Et cela passe par la restructuration, par un certain nombre de mécanismes économiques qui ont été mis en branle depuis 2016-2017 et qui ont porté des fruits. Et on ne peut plus voir les choses comme avant. Un président qui reçoit sa dictée de l'extérieur et qui doit la copier sans faute. On a dépassé cette étape-là. Je crois qu'on est en train de dépasser cette étape au Bénin. Mais sur le champ politique international, ce n'est pas facile. Parce que, si on ne vous terrasse pas, on tente de vous fragiliser. Je crois que nous avons dépassé cette étape-là. On le voit désormais comme un téméraire, comme quelqu'un qui a sa vue sur les choses. Ça évolue avec son équipe. Ça dépend de là où on se situe et ça dépend des intérêts pour apprécier. Mais je pense que tel que ça se passe aujourd'hui au Bénin, avec un minimum de liberté économique vis-à-vis de... Vous savez, il y a des entreprises qu'on n'aurait jamais pensé partir du Bénin, mais ces entreprises-là sont parties. Il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas possible, mais c'est fait.
pas les moindres, je ne cite pas de nom, mais vous savez. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir une vue pour le faire, pourvu que ça continue, puisque les questions de développement ne sont pas des questions de 2-3 ans, ce sont des questions à long terme. Et ces mécanismes qui sont mis en place doivent perpétuer. S'il y a des rectifications à faire, ensemble, faisons ces rectifications et continuons dans la même ligne. Je prends l'étape 2016-2026 comme une implémentation de nouveaux dispositifs. Si nous pouvons avoir la présence d'esprit en 2025 de faire le bilan de tout ce qui s'est passé en bien et en mal, quitte à redémarrer avec une nouvelle méthode ou un refaçonnage de ce qui est fait sur 10 ans, ça sera bien pour nous tous, et à commencer par les plus jeunes qui sont ceux-là qui vont profiter de ces réformes qui sont en cours. Votre regard sur la posture de Patrice Talon face aux questions du financement international? Oui, vous savez, le président Patrice Talon, d'abord, c'est un opérateur économique, il connaît les rouages. Il connaît les rouages. Le colon ne vous donne pas son argent gratuitement. Il sait qu'il attend quelque chose de vous. Et je viens de l'a rappeler, parfois, on maîtrise la politique, on maîtrise le président. Sinon, on décide de l'élection d'un président en Afrique. J'ai dit non, il faut que désormais, comme le président béninois, d'autres présidents africains, cela veut dire qu'il faut réformer la CEDEAO. Il faut réformer l'UEMOA. Il faut réformer l'Union africaine. Parce qu'on ne peut pas avoir de ces structures-là qui constituent des machins où, on reçoit l'ordre chaque fois de l'étranger. Ce n'est pas possible. Il faut que les Africains disent désormais quel continent voulons-nous laisser aux générations futures. Parce qu'on a tout. Et vous comprenez, on a tout, mais on laisse les autres nous exploiter sur l'autel de nos intérêts. On donne quelques prébendes à certains chefs d'État, on les laisse exploiter le pétrole, on les laisse exploiter les minerais, alors qu'on a besoin de ces ressources-là pour développer l'Afrique. Chaque fois qu'on va tendre la main à l'Europe, ça se passera toujours comme ça. J'ai dit, il y a quelques chefs d'État qui disent non, mais est-ce que tous sont prêts à dire non? C'est pourquoi je dis, les Africains doivent se mettre ensemble pour dire, laissez-nous essayer un nouveau paradigme, un nouveau modèle, à partir de nos réalités, à partir de nos ressources. Mais là, vous allez constater que les Occidentaux vont susciter des rébellions, on voit ça dans tous les pays, parce que quand vous commencez une réforme qui dérange les intérêts des Occidentaux, il y a forcément des rebelles qui naissent chez vous. En prélude, on aurait pu faire un grand pas, salué si on avait réussi le franc ECO, qui donnait espoir à tout le monde, parce que vous avez le Grand Nigeria qui était preneur, vous avez le Ghana, vous avez le Bénin et les autres pays autour. On aura fait... c'était un grand challenge. Malheureusement, ça a plombé. Vous savez, il a fallu qu'un président décide de faire un tournée en Afrique pour que tout ça là prenne de l'eau. J'ai espoir que c'est une bonne initiative qui mérite d'être réactivée pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui avaient cette initiative-là puissent trouver la bonne porte pour leur développement. Si vous dépendez des autres, le franc CFA, c'est notre franc que nous utilisons, mais ce n'est pas notre argent, parce que c'est fait à l'extérieur. Les autres, le Nigeria était dans une posture de fabriquer une monnaie en Afrique, de discuter de toutes les questions relatives. Malheureusement, ça n'a pas pris. D'autres présidents n'y ont pas intérêt, d'autres y avaient intérêt. Je crois que c'est une question qu'il faut ramener pour le bien-être des pays de la CEDEAO. C'est un débat qu'on aura l'occasion de faire. En prélude à ce sommet, à la veille de ce sommet, Patrice Talon s'est rendu chez son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont discuté des questions sécuritaires et des élections à venir dans la sous-région. Oui, ce sont des questions importantes. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas une paix durable dans la sous-région. Vous savez, le Bénin est plus ou moins calme, j'allais dire plus ou moins parce que nous ne connaissons pas demain et j'espère qu'il n'y aura pas de situation qui nous troublerait. Le Togo, plus ou moins calme. Vous avez la Côte d'Ivoire qui constitue un tas à étincelles, parce que avec la dernière décision d'exclure Laurent Gbagbo de la liste électorale, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Vous savez, Gbagbo n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas un partisan forcé de Gbagbo, mais je constate que c'est un homme à poids en Côte d'Ivoire. Et il faut tenir compte de lui. Il faut négocier avec lui. Il est perturbateur du dispositif parce que le président Alassane Ouattara aurait voulu que son système soit perpétué aux prochaines élections, mais Gbagbo est là. Et il a dit, je l'ai entendu sur une des chaînes internationales, dit « J'ai fini avec les querelles, je ne vais plus donner de coups, je peux en recevoir ». C'est une posture de quelqu'un qui veut de la paix
Et j'estime que de l'autre côté, du côté du président Ouattara, il y a aussi cette posture-là et qu'entre Ivoiriens, ils pourront trouver la solution la plus adaptée. Maintenant, les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest, c'est des questions pendantes. Ce sont des questions qui concernent le Bénin. Vous savez, tout le dispositif militaire dans le Nord, quelques frappes de ces gens indésirés sur nos territoires. Le Togo n'est pas épargné. Donc, ce sont des questions il n'y aura pas d'action solitaire qui porte. Il faut des actions communes. Et je pense que, vous savez, le problème fondamental, c'est que nous laissons nos sorts aux autres. On ne peut pas continuer à trouver des solutions extérieures. Le Mali a tenté, vous avez vu ce que ça a donné. Le Bénin a décidé d'affronter ces personnes indésirables-là, dans le nord du pays, à partir d'abord de ses propres moyens. Et c'est bien après que nous avons entendu parler d'un contrat ou d'un accord avec le Rwanda, qui est un pays, c'est un accord sud-sud. Il peut y avoir d'autres partenaires comme les Américains, la Belgique, pourquoi pas les Français, qui interviennent. Pourquoi pas. Alphonse Moïsoudé, talon chez Ouattara. Non, je crois que les questions de sécurité, il faut des actions concertées. Mais les crises politiques constituent un terreau favorable pour le djihadisme. Donc il va falloir qu'au niveau des États africains, notamment les États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on puisse régler les problèmes politiques. C'est vrai que Gbagbo ne veut plus donner les coups, il est prêt à en recevoir, mais ses partisans ne sont pas d'accord. Ils vont en donner. Donc il faudrait que les chefs d'État africains, parce que dès qu'il y a crise politique, les djihadistes profitent pour intégrer ces pays-là et recruter les jeunes qui ne sont pas d'accord. Donc je voudrais qu'au niveau des États africains, que les chefs d'État au pouvoir puissent respecter les lois qu'on s'est établies. Donc c'est quand on tente de tricher avec les lois en place qu'il y a problème. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. C'est pas possible. On perd tout le temps à régler les problèmes politiques et personne ne s'occupe du développement socio-économique des nations. Donc il va falloir que l'on se dise, si je viens au pouvoir et que j'ai été élu par une constitution donnée, il faudrait que je fasse l'effort de respecter. Même si je veux partir, je prends les dispositions pour que mes arrêts soient assurés. Mais je ne dois pas chercher à m'accrocher au pouvoir. Comme je le dis souvent, ce n'est pas seulement la maman du chef de l'État qui fait les enfants intelligents. La maman des autres aussi. Les mamans des autres aussi font des enfants intelligents. Il faut préparer son départ. Parce que quand vous ne préparez pas, c'est ça qui engendre les crises politiques. Et en Afrique, on aime trop les crises politiques. On aime trop les crises politiques, on ne parle pas de développement. Donc je dis, pour lutter contre l'avancée du djihadisme, il faut des actions concertées. Il faut d'abord que l'Afrique parte de ses propres moyens avant de faire appel aux autres. Si nous attendons tout le temps qu'il faut que les autres viennent nous sauver, ce n'est pas la peine. Nous devons commencer nous-mêmes jusqu'à un certain niveau et quand on sera essoufflé, on va demander aux Américains, notamment aux Russes, aux autres, venez nous aider à contrer. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Bénin est relativement stable que ça sera ainsi, le Togo. Donc il faudrait que tous ces pays-là se mettent ensemble pour dire barrons la route au djihadisme en commençant par éviter les crises politiques. Je reste avec vous pour évoquer une autre actualité qui aura marqué la semaine écoulée. Il s'agit donc des mesures disciplinaires qui ont été prises à l'encontre de certains cabinets de géomètres et d'urbanistes. C'est une liste de cabinets qui a été rendue publique par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ces cabinets n'ont plus leur mot à dire, notamment dans les opérations de lotissement. Il en était temps, hein? Il en était temps, parce qu'on a toujours dénoncé au pays une certaine mafia foncière. Vous avez votre parcelle, on dit que le géomètre vient entre deux de vos parcelles, il vient implanter quelqu'un et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc je crois que l'État a bien fait. Il faut continuer cette œuvre de salubrité, parce que les gens ne peuvent pas souffrir, acquérir leur parcelle. Un certain géomètre se lève un matin et estime qu'il faut vous déplacer, on vient installer quelqu'un d'autre ou bien une portion de parcelle qu'on vient installer quelqu'un. Non, ce n'est pas la peine. Je crois que sur ce plan-là, je tiens à remercier le gouvernement de mon pays qui a fait un travail salutaire. Et il faut continuer. Il ne faut pas arrêter parce qu'on ne devient pas géomètre ou bien urbaniste pour voler les autres. On vient pour faire un travail. Vous avez appris à faire un travail, recaser les gens de lotissement. Et quand l'État vous confie une mission, il faut aller vite. Ils n'ont pas été capables de déposer les rapports. Ce n'est pas normal. Vous avez eu vous êtes des partenaires. Vous êtes comment ils ont appelé ça, des prestataires. L'État vous a confié une mission à date échue.
Vous devez pouvoir déposer les rapports. Malheureusement, comme ils n'ont pas fini de faire leur business, comme on le dit, ils n'ont pas pu déposer. Je suis d'accord. Il faut frapper. S'il y a d'autres cabinets qui sont encore dans ce jeu-là, que l'État, on les a déjà exposés. Donc, en publiant la liste, on sait désormais que ceux-là, ils ne sont plus crédibles. Il faut continuer dans les grandes villes. Il faut continuer dans les grandes villes pour que désormais les populations qui ont souffert pour acquérir leurs parcelles soient rassurées. Eugène Alossoupor, le foncier au Bénin est une problématique majeure. C'est une centaine de cabinets qui ont été épinglés. La décision réjouit beaucoup de Béninois. Non, qu'est-ce qu'on leur reproche qu'est-ce que l'État leur reproche? Le non-dépôt à date échue de documents pour prestations à leur demander. Prestations de lotissement et de démembrement. Normalement, il ne devait pas avoir de problème, parce que si nous avons signé un contrat et que eh bien, tout contrat comporte un délai. Le problème de fond, c'est pas l'incapacité de ces personnes-là, parce que généralement, ces cabinets ont l'expertise utile. Ce sont les conditions dans lesquelles ces lotissements ont été faits. On ne voit que de façon visible les cabinets d'experts géomètres et d'urbanistes. Mais il y a d'autres maillons de la chaîne. Par exemple, les responsables des comités locaux de lotissement. C'est un nid de business. Des parcelles qu'on attribue à des gens, etc. Comment peut-il aujourd'hui justifier tout ça? C'est là le gros problème. Et en temps, il y avait beaucoup d'autorités aussi qui étaient impliquées dans ces lotissements-là, à Constance. Vous savez, des affaires qui sont pendantes devant la Criette et d'autres structures. Et l'État a bien fait de sonner la fin de la récréation cette fois-ci. Vous savez, le plus dur, vous imaginez un fonctionnaire moyen qui a acquis une parcelle quelque part à Ouida, à Calavi, qui s'est installé, et c'est peut-être 10 ans après sa retraite qu'on lui dit que désormais il doit être déplacé. Si c'est déplacé encore, c'est mieux, sinon il perd sa parcelle. Parce que quelques individus ont intérêt à ce que ça se passe comme ça. Il faut sonner définitivement. Et les mesures prises par le gouvernement au Conseil des ministres du 7 juin réjouissent. Parce que désormais, il y a un pôle d'experts qui a commis pour vérifier toutes ces opérations de lotissement. Et vous comprenez qu'il a bien des raisons que ces cabinets n'arrivent pas à faire, parce que vous avez beaucoup de géomètres qui ont des milliers de parcelles. Il y en a qui achètent de façon honnête les parcelles. Mais il y en a qui s'en offrent aussi. Il y en a qui s'en offrent aussi, parce qu'on leur a donné l'opportunité de faire un travail pour la communauté, et je crois que c'est pas bon. Et qui en offrent même à des amis. Et c'est légion. Maintenant, ces amis-là, on ne peut pas les identifier parce qu'ils sont très nombreux. Que ça soit définitivement la fin de la récréation et que l'État continue, notamment avec les réformes qui sont en cours dans le domaine foncier, on doit pouvoir souffler un temps soit peu. Comment entrevoyez-vous la suite des opérations? Alors, les comités locaux de lotissement, il faut frapper là aussi. Il faut frapper dans les mairies parce que ces experts urbanistes n'ont pas travaillé seuls. C'est une mafia. On attribue, dès qu'on a fini de faire le lotissement, chacun trouve son lopin de terre. Peut-être on a arraché à quelqu'un, on vous enlève de votre milieu initial, on vous envoie très loin. Ce n'est pas évident que vous ayez encore les mêmes dimensions. C'est toute une filière. C'est toute une filière. Donc, il faut que l'État nettoie ça. Il faut que l'État nettoie parce que c'est difficile pour quelqu'un qui a travaillé 30 ans, qui a pu acquérir une parcelle quelque part, qui a construit sa maison, se lève un matin, on dit qu'il faut déplacer, ou on rase, on va vous l'outil quelque part, où il faut encore déployer d'énormes moyens pour construire. Donc moi, je suis d'accord que l'État nettoie ça. Parce que le Béninois, Anne Griff dit souvent, je vais être dans mon carré, c'est-à-dire qu'il veut être chez lui, même s'il n'a pas le luxe insolent chez lui, mais il veut avoir quand même 2 chambres, un salon là, il va dormir avec ses enfants. Il ne peut pas souffrir. Acquérir une parcelle, un matin, on se lève, on dit qu'un géomètre. Moi, je crois qu'après les géomètres, il faut rentrer dans les mairies. Il faut rentrer dans les mairies et nettoyer ça. Vous allez voir, dès qu'on va nettoyer, si quelqu'un veut vous vendre même une petite parcelle, vous allez réfléchir avant d'acheter. Il faut inquiéter les Béninois. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes d'achat de parcelles volées, parcelles arrachées chez les autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce qui est sûr, comme le dit mon papa, si tu mets 1 mètre carré, pourquoi acquérir tant de parcelles? La liste des cabinets suspendus, communiquée au maire et au SE? Oui, désormais ceux-là n'ont plus droit à la parole dans les marchés publics
bon, ils font de l'espace aux autres qui sont supposés sérieux. C'est dommage pour eux parce que ces cabinets existent, ils vont payer des impôts à l'État, on considère qu'ils existent et qu'ils exercent des activités. Peut-être qu'ils vont se déporter vers l'extérieur. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans des pays voisins et qui travaillent bien. Pourquoi font-ils bien le travail à l'extérieur et que c'est à l'intérieur que ça fait... ça ne marche pas. C'est dommage. Vous avez toute la liste là. Il y a des ouvriers qui travaillent avec eux, il y a des géomètres. Ça ne fait pas bien. Et si ça pouvait leur permettre de revenir sur la bonne voie, tant mieux. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactu. Cette semaine à Paris, un immeuble s'est effondré, plusieurs victimes, une cinquantaine ou une quarantaine de victimes, dont plusieurs blessés graves. Il y a même encore une personne dont le corps serait en train d'être recherché dans les décombres. Vous avez suivi cette actualité dans le 5e à Paris. Oui, moi je tiens, je ne suis pas français, mais je compatis à la douleur du peuple français et je remercie les autorités pour les dispositions prises. C'est très important. On a mis en place une aide juridique et psychologique parce que c'est très important quand vous avez un parent qui meurt dans votre tête, ça ne va pas. On a essayé de reloger ceux qui auraient perdu le logement. Donc, moi, je salue cette promptitude. On a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Mais avant de comprendre, on a quand même pris en charge. Cela pose un problème. Bon, moi, j'ai lu que c'est une fuite de gaz dans un immeuble privé. Donc, il faut faire les enquêtes, situer les responsabilités. Mais avant, on prend en charge déjà ceux qui sont blessés, ceux qui sont psychologiquement blessés. Donc, il faudrait que dans nos États africains, il faut aussi copier les bonnes choses. Quand il y a de ces drames-là, il ne faut pas d'abord chercher les responsabilités, mais il faut sauver. Il faut sauver. Après, on va établir les responsabilités. Je dis, il faut faire attention. Il faut que désormais, dans la construction aussi des immeubles, qu'on prenne les dispositions sécuritaires. Parce que cette affaire de fuite de gaz, c'est beaucoup répété en France. Il faut désormais que le système sécuritaire au niveau des immeubles soit vérifié de temps en temps. Parce que quand le matériel est vétus, c'est ce qu'on arrive à constater. Alors, les explosions en France, dues à une fuite de gaz, à la suite, une fuite de gaz qui provoque un incendie, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première du tout, et c'est la promptitude de l'État français face aux victimes. Et pour l'instant, il n'y a pas de piste terroriste, parce que les premières investigations montrent qu'il y a une odeur de gaz qui a envahi cet espace-là. Et l'urgence, la première urgence, c'était de redonner le gaz, c'est d'abord couper ce réseau de gaz, ce qui prive 500 000 foyers de gaz. Et on a dû systématiquement les mettre sur un autre réseau, avec diligence. Ça s'est passé en une journée. Donc, c'est ça. On ne peut pas éviter que les crises ou les dégâts ou les catastrophes arrivent, mais c'est comment gérer les catastrophes qui paraît important. Et j'ai lu dans les journaux français qu'au moment où tout le monde courait, 2 agents de sécurité qui étaient positionnés pour sécuriser les lieux étaient obligés d'assister une dame qui a dû accoucher dans un véhicule. C'est bien parce qu'au moment où d'autres sont victimes, un autre ou une autre est née. C'est la vie normale des choses. Mais ces choses-là, on pouvait imputer la responsabilité à la société qui fournit du gaz pour peut-être des gens. Comme ça pourrait être une nation privée qui a endommagé le dispositif de gaz. Comme on le constate au Bénin, ce n'est pas parce que la société d'électricité coupe qu'il y a nécessairement une coupure à la source. Il y a un conducteur qui est rentré dans les fils, il y a quelqu'un qui a coupé un fil quelque part. Donc, ça peut arriver comme ça. Mais le paquet de Paris a
commandité une enquête et certainement nous aurons les résultats de cette enquête dans les prochains jours. Comment anticiper ce genre de drame, à votre avis? Non, vous savez, dans les bâtiments, il faut des contrôles réguliers. Il faut des contrôles réguliers parce que quand on construit, on loge les gens. Il faut des contrôles réguliers parce que tout le monde n'est pas bon citoyen. Il y a des gens qui peuvent faire des choses à l'intérieur. Mais je tiens à saluer la collaboration entre la police municipale et la police nationale. C'est pas souvent évident. Parce que chacun se dit c'est mon territoire, laissez-moi faire. Mais quand il s'agit de sauver des vies humaines, il faut se mettre ensemble. Donc je crois qu'il faut... Et les pompiers aussi. Et les pompiers, on a utilisé des drones pour pouvoir circonscrire le danger. C'est ce que je demande. Je dis souvent, c'est pas la façon de s'habiller seulement des Occidentaux que nous allons copier. Il faut voir comment les gens agissent. En cas de danger, tout le monde met on tait les querelles, on se met ensemble et on sauve les vies humaines, on situe la responsabilité, après on peut reprendre nos querelles. Donc je crois que par rapport à ça, il y a des leçons que nous devons tirer, que la nation, elle est importante. Une vie humaine, elle est importante. Vous voyez, celle qui vient accoucher. On pouvait dire, bon, c'est pas la priorité, allons sauver les autres, mais là aussi, on a besoin de sauver une femme. On l'a sauvée, bon, bravo aux agents de sécurité, bravo à la police nationale et bravo à la police municipale. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. Eugène Alosoukpo, d'un drame à un autre, l'actualité sur la toile reste marquée par le drame survenu au stade de l'Amitié le week-end dernier, à l'occasion du match Kepa-Lyon Indomptable, un match qui s'est soldé par un score nul, au moins 2 morts, c'est une consternation. 2 morts, c'est beaucoup pour un événement de réjouissance. Ce n'est que du patriotisme manifesté par ces personnes-là qui sont allées trouver la mort au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. C'est difficile pour ces familles-là, mais il fallait nécessairement prendre des mesures en amont. Je rappelle que des enquêtes sont ouvertes, comme l'a fait encore pendant devant le tribunal. Nous allons juste essayer de revenir un peu sur les circonstances du drame. Si les billets n'étaient pas gratuits, on n'aurait pas autant de monde au stade. C'est évident. Le gouvernement a voulu que les supporters aillent conforter ou encourager le 11 national. Malheureusement, c'est arrivé. Il faudra nécessairement situer les responsabilités pour que cela n'arrive plus. Cela n'arrive plus parce que nous sommes dans une phase de professionnalisation du football. C'est vrai, c'est arrivé autour de l'équipe nationale, mais tous les week-ends, si le championnat reprenait, il y a des matchs dans nos stades, dans les différentes communes, parfois dans des tensions un peu surchauffées, surtout quand on devait discuter la place du champion, etc. Donc il faut que ce drame-là malheureux, du moins cet événement malheureux, puisse nous permettre de prendre des mesures pour assurer la sécurité. Ailleurs, pourquoi pas ne pas créer une police sportive, puisque ça devient une activité. Mais si j'ai bonne mémoire, le gouvernement a autorisé la création des polices municipales, et donc ça fait, entre autres, on peut élargir ou renforcer les attributions de ces polices-là sur nos stades pour que désormais celui qui décide d'aller supporter une équipe puisse revenir à la maison sain et sauf. Comment expliquez-vous ce qui est arrivé ? Non, écoutez, c'est peut-être les conséquences de l'euphorie. On ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir décrété le match gratuit. Mais on pourrait, parce que quand c'est gratuit, tout le monde veut y aller. Il faut désormais, pour les phases à venir, dès qu'on dit que le match est gratuit, de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que cela n'arrive pas. Parce que c'est une bousculade. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on n'a pas eu la patience d'attendre que l'un sorte. Tout le monde veut sortir au même moment. Donc il faut une sensibilisation. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et moi j'ai dit le gratuit. Donc il faut que désormais, si on doit rendre les spectacles ou bien les matchs gratuits, qu'on prenne les dispositions sécuritaires et qu'on demande à tous ceux qui sont au stade, même dans les salles de spectacle, attendez la fin. Ce qui est, si vous allez rentrer chez vous, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un avion qui a fait un atterrissage forcé pour qu'on puisse chercher à sortir. Il faut attendre. C'est vrai qu'on a fait un match nul, les gens sont contents, d'autres ne sont pas contents, mais ayons la patience de laisser les uns les autres sortir pour que nous puissions tous rentrer chez nous. On déplore. 2 vies, c'est pas rien.
parce que c'est des gens qui appartiennent à des familles. Nous ne connaissons pas quel poids, quel rôle cela joue dans leur famille. Donc, c'est des familles qui sont éplorées. Moi, je présente mes sincères condoléances à ces deux familles-là. Et je crois que nous allons... Des tickets gratuits, certes, mais qui ont été revendus par des réseaux mafieux. Qu'il faut démanteler. Parce que, eh bien, il faut qu'on arrête les mauvais comportements. Oui, j'ai eu l'information, les gens ont acheté des tickets juste pour faire entrer les autres, mais c'est l'État béninois, le gouvernement béninois qui a offert gratuitement ces tickets-là. Il faut démanteler ce réseau et frapper fort, très fort. J'ai constaté la diligence avec laquelle la Fédération béninoise de football est venue au secours des personnes blessées. J'ai suivi un communiqué du procureur de la République et puis un communiqué du ministre des Sports. Je crois que dans la convergence des forces, tous ces compartiments, toute cette chaîne de décision, cette chaîne-là va trouver la solution juste pour que de tels événements ne se reproduisent plus. On peut donc espérer que le meilleur soit fait sur cette affaire. Oui, forcément, on a installé une commission d'enquête. Il faut que la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Mais je voudrais demander à mes compatriotes d'être prudents. On a passé l'information partout. On a dit l'entrée est gratuite. Pourquoi quelqu'un vient vous vendre un ticket, vous achetez parce que vous tenez à suivre le match? L'État, le gouvernement a décrété que ce match-là est gratuit. C'est passé sur les réseaux sociaux, on en a parlé sur les chaînes de télévision, de radio. Pourquoi des compatriotes ont accepté encore? C'est nous-mêmes qui faisons le lit à la corruption. C'est nous-mêmes qui faisons le lit à la corruption. Il faut que désormais, quand l'État donne des consignes, que nous puissions les respecter. Parce que ceux-là, forcément, on va les retrouver. Et je dis, dès qu'on va commencer par frapper fort, les gens vont se ranger. On frappe, pourtant il y a des gens qui s'entêtent, qui le font. Ça veut dire quoi? Qu'on dit, bon, est-ce qu'on a encore peur de la prison? Mais il faut frapper cette fois-ci. Parce que deux vies humaines, il ne faut pas jouer avec ça. C'est beaucoup, il ne faut pas jouer avec ça. Ouais, donc, aux âmes des disparus, ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. J'ai reçu Alphonse Moïse-Soudé, analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Docteur Eugène Alosupo, expert parlementaire, analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.